Bonjour à toutes et tous, bonjour Monsieur Baudru, bonjour Monsieur Bonjour. Andrieux, bonjour Monsieur Bascou. Ce débat est organisé par la Maison de l'Europe dans le cadre d'un dossier commun avec la Commission européenne qui nous soutient. Ce dossier s'appelle L'Europe est dans le pré. Vous verrez là sans doute une image d'une émission télévisée française qui s'appelait L'amour est dans le pré. Ben voilà, je trouve que le titre que nous avons trouvé a aussi, avec une note humoristique, quelque part quelque chose de sérieux. Donc, ce débat porté par la Maison de l'Europe et soutenu par la Commission a pour objectif d'informer le grand public et les professionnels sur la PAC et de recueillir les questions et les remarques des citoyens, des agriculteurs, des futurs agriculteurs, afin de les transmettre à la Commission européenne et aux députés, notamment au moment où la nouvelle programmation PAC se met en œuvre. Le débat de ce soir est donc organisé en partenariat avec la Commission et la commune de Montflanquin, où initialement nous devions faire un débat public avec l'organisation d'un forum, des agriculteurs qui devaient présenter leurs produits, etc. Malheureusement, la situation en France et en Europe avec ce Covid-19 qui impacte considérablement la vie de tous nos concitoyens ne nous a pas permis de le réaliser. Donc, nous avons décidé, en accord avec la Commission, de faire un webinaire pour qu'il y ait quand même un débat. Nous avons aussi décidé de faire des capsules vidéo avec des témoignages d'agriculteurs que vous pouvez trouver sur nos sites qui ont déjà été distribués sur un certain nombre de structures. Des témoignages en pour, en contre, avec des demandes particulières, etc., sur ce qu'est la PAC. Donc, nous avons comme invité trois intervenants, et pas des moindres, Monsieur Baudouin-Baudru, qui est le chef de la représentation de la Commission européenne en France. Bonjour, Monsieur Baudru. Bonsoir à tous. Éric Andrieux, qui est député européen du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates, qui est le premier vice-président de la Commission agriculture et du développement rural depuis 2014, qui est rapporteur, je crois, aussi de la Commission agriculture. Bonjour, Monsieur Andrieux. Pierre Bascou, qui est le directeur de la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne. Bonjour, Monsieur Bascou. Donc, ce soir, nous avons un public composé d'agriculteurs, mais aussi de personnes issues du grand public, de la société civile, non spécialistes du fonctionnement de la PAC, ce qui obligera évidemment nos invités à être assez pédagogiques, finalement, assez simples dans leurs propos pour que soit les agriculteurs, soit les gens issus de la société civile puissent comprendre les tenants et les aboutissants. Mais je sais qu'ils vont faire cet effort. Et donc, vous pouvez prendre la parole, chers internautes, par le biais de la boîte de dialogue qui se situe normalement en bas à gauche de votre écran. Et si le temps imparti ne permet pas que toutes vos questions soient traitées dans le cadre de ce débat, nous les transmettrons aux intervenants à l'issue du débat. Donc, nous allons commencer. Ce que je vous propose, c'est que chaque intervenant se présente plus précisément sur ce que sont ses fonctions et surtout, en fonction de leurs responsabilités, nous parle pendant 7-8 minutes, ou un peu plus si nécessaire, de la vision qu'ils ont de la PAC, de ce qu'est la PAC dans leurs fonctions, de ce qu'ils font pour faire bouger les lignes, tout au moins en ce qui concerne le député. Et à l'issue de vos trois interventions, je commencerai à vous poser des questions qui ont été posées par nos internautes et à tour de rôle, vous y répondrez. Par avance, j'excuse M. Baudru qui normalement ne pourra pas rester tout au long de ce débat, mais son propos introductif sera suffisamment riche pour nous aider pour la suite. Je vous remercie. M. Baudru, la parole est à vous. Merci infiniment. Bonsoir à toutes et tous qui nous suivaient ce soir. Je veux d'abord commencer par remercier Didier Delanis et la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne pour organiser cette rencontre. Même si elle est virtuelle, on aurait tous préféré être physiquement les uns avec les autres, ce qui est plus convivial, effectivement.
Mais bon, la crise sanitaire étant ce qu'elle est, on l'organise autrement. On espère que dans un futur pas trop éloigné, on pourra revenir à ces moments de convivialité. Mais je voulais dire non seulement merci pour organiser ça, mais aussi bravo de parler d'Europe dans les régions. C'est la vocation et la mission en quelque sorte des maisons de l'Europe et des centres d'information Europe Direct. Moi, je dirige donc la représentation de la Commission en France, avec des bureaux surtout à Paris, mais on a aussi une antenne à Marseille. Mais évidemment, nous ne pouvons pas couvrir le territoire dans sa diversité dans un grand pays comme la France. Et donc, effectivement, nous avons besoin de ces relais que constituent les maisons de l'Europe, les centres d'information Europe Direct. Et donc, je salue leur travail et leur engagement à l'occasion de ce débat ce soir. Je suis aussi très honoré que M. Éric Andrieux soit là, député européen, pour représenter le Parlement européen, qui a un rôle essentiel dans la formation des lois et des programmes européens, ainsi bien sûr que Pierre Bascou, le collègue de la Direction générale de l'agriculture, qui pourra effectivement vous apporter des éléments assez précis sur le futur de la PAC. D'ailleurs, je pense qu'on parle souvent du futur de la PAC. Je pense qu'on devrait aussi parler de la PAC du futur, en fait, parce que vous vous souviendrez qu'au moment de la préparation des nouvelles propositions pour la période 2021-2027, certaines voix s'étaient élevées pour dire que bon, il y avait des politiques modernes et puis des politiques anciennes. Au niveau de l'Europe, je pense qu'il n'y a pas de politiques anciennes. Toutes les politiques sont essentielles. Certaines politiques doivent effectivement s'adapter, se moderniser. C'est certainement le cas de la politique agricole commune. Mais ce sont des politiques qui sont absolument indispensables et qui ont, depuis le début de la création en fait de la communauté économique européenne et puis ensuite de l'Union européenne, joué un rôle essentiel pour la préservation en fait de notre modèle européen. Donc l'importance de l'agriculture en tant que telle et donc aussi de la PAC a été, je crois, réaffirmée par cette malheureuse crise qui ne veut pas nous lâcher malheureusement, où on a vu, on a senti, on a vécu ce besoin de garantir un approvisionnement alimentaire qui correspond en fait à un besoin vital, tout simplement, de l'ensemble des personnes qui vivent en Europe et d'ailleurs dans le reste du monde, puisque la PAC et l'agriculture européenne et française, c'est pas seulement qu'alimenter les citoyens européens et français, c'est aussi exporter notre savoir-faire et notre qualité alimentaire. Importance qui effectivement signifie qu'il faut préserver notre outil de production et donc nos agriculteurs. Il faut les soutenir, il faut leur donner des perspectives, en particulier pour les jeunes agriculteurs et les communautés rurales. Et je pense que cette volonté se traduit de manière très concrète dans les chiffres. Le budget, mais évidemment, Pierre Bascou vous présentera ça de manière beaucoup plus détaillée juste après. Mais le budget pour la période de programmation suivante est un budget global pour l'Europe de 336 milliards et pour la France de 62 milliards, 51 pour le premier pilier, hein, l'aide directe aux agriculteurs, et un peu plus d'11 milliards pour le développement rural. Je pense que ça démontre qu'on a préservé véritablement ce volume financier avec évidemment le retrait du Royaume-Uni, il a fallu ajuster tout ça, parce que l'agriculture continue à être un pilier de l'Union européenne. Alors, évidemment, l'idée, ce n'était pas simplement de maintenir l'existant. Et ça, tout le monde l'a compris, il y a des impératifs qui s'imposent à nous et que nous devons relever. Il faut qu'on s'engage véritablement avec toute notre force dans cette transition climatique, environnementale et en préservant la biodiversité. Je crois que depuis l'accord de Paris, qui fêtera ce week-end son 5e anniversaire, tout le monde, sauf peut-être quelques climato-sceptiques, tout le monde a reconnu l'importance et même l'urgence d'entrer de plein pied dans cette transition écologique et climatique pour préserver notre santé,
parce que les consommateurs sont aussi de plus en plus exigeants, et pour préserver la santé de nos agriculteurs, parce que ce sont les premiers exposés aussi aux produits qu'on utilise, mais pour préserver aussi notre fonds de commerce, c'est-à-dire notre planète. Nous devons faire en sorte que les générations qui suivent, les générations d'agriculteurs qui vont suivre, auront eux aussi un outil performant, mais qui répondent à des conditions, à des standards sanitaires plus exigeants qu'aujourd'hui, de manière à préserver sur le long terme notre planète et donc cette production alimentaire. C'est la raison pour laquelle, dans l'enveloppe budgétaire globale de l'Union européenne, y compris pour la PAC, on a décidé de réserver 30% ou au moins 30% de cette enveloppe à des actions permettant justement d'atteindre ces objectifs climatiques, environnementaux et de préservation de la biodiversité. La nouvelle PAC sera une approche qui laissera effectivement davantage de flexibilité aux États membres pour organiser en fait cette production agricole de manière à atteindre ces objectifs correspondant au pacte vert, tout simplement parce que les États membres sont tous à un niveau différent de développement par rapport à ces objectifs et que donc il est nécessaire que dans chaque État membre, on puisse déterminer sur quel type de secteur il faut mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, et donc consacrer une part plus ou moins importante de cette enveloppe de la PAC, qui est une enveloppe effectivement considérable. Alors, climat et biodiversité, ça veut dire effectivement que la future PAC, d'une façon ou d'une autre, va intégrer les objectifs qui ont été définis dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table. Je crois qu'il y avait déjà une question là-dessus d'ailleurs dans le chat, qui est une stratégie très ambitieuse, hein, 25% des surfaces agricoles en bio, moins 50% d'usage des produits phytosanitaires et moins 20% d'usage des engrais chimiques d'ici 2030. C'est un enjeu qui est important, mais c'est un défi qui n'est pas facile à relever. Donc, il faut que tout le monde, en fait, se coalise et s'aide mutuellement pour qu'on obtienne finalement ces résultats d'ici 2030. Donc, c'est une PAC exigeante, mais c'est une PAC qui se doit de contribuer à relever ces défis auxquels nous faisons face tous aujourd'hui. Le changement de responsable politique aux États-Unis, je crois, va nous aider en fait, parce que c'est clair que l'Europe seule ne peut pas atteindre ces objectifs, qui sont des objectifs par définition planétaires. Je crois que le nouveau locataire de la Maison-Blanche bientôt a déjà déclaré, Joe Biden, que dès son arrivée au pouvoir, il ferait revenir les États-Unis dans l'accord de Paris. Les Chinois ont emboîté le pas également de l'Europe pour atteindre ces objectifs au niveau planétaire. Il y a encore du travail, mais je veux dire que cette politique agricole commune est notre façon à nous de démontrer qu'au niveau effectivement de la production alimentaire et de la préservation des sols, etc., nous faisons notre travail et nous assumons notre leadership mondial. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais rester effectivement encore un moment pour écouter en particulier Éric Andrieux et Pierre Bascou. Et après, malheureusement, je devrais vous quitter parce que nous avons beaucoup d'actualités européennes chaudes pour le moment. Le Brexit, évidemment, mais aussi le probable accord sur le budget lors du Conseil européen de ce jour et de demain. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, mais en tout cas, merci encore pour avoir organisé cela et je suis sûr que les personnes qui suivent ce débat vont apprendre beaucoup de choses et aussi nous apprendre des choses parce qu'ils sont aussi des témoins de ce qui se passe sur le terrain. Merci. Merci à vous. Et puis, je note quand même un message d'espoir sur l'évolution de cette PAC et c'est toujours intéressant. Et nous allons voir tout de suite la réaction d'Éric Andrieux sur ce sujet et ce qu'il en dit. Ensuite, Pierre Bascou interviendra au nom de la DG et nous fera part de son accord, de son désaccord éventuel avec le député. C'est bien d'avoir un débat un tout petit peu contradictoire. Merci Éric Andrieux, c'est à vous.
Merci. L'ordre a changé, du coup, donc je m'attendais à ce que Pierre Basco prenne la parole donc, et réagir, mais ça n'a aucune importance, bien sûr. Merci à vous, dans tous les cas, donc, pour cette organisation. Merci à la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne, donc voilà, et à la mairie de Montflanquin, bien sûr, qu'on regrette de ne pas être physiquement présent, bien sûr, donc, hein, parce que c'est encore une région où on boit du bon vin, où comment dire, la bonne chair est présente, donc, et voilà, et quand on parle d'agriculture, c'est jamais désagréable finalement de joindre l'agréable à l'utile et au travail de pédagogie que nous allons nous efforcer de faire. C'est un exercice qui n'est pas simple, donc évidemment, vous l'avez dit, puisque le public est divers et qu'il va falloir faire preuve de pédagogie. Donc, à la fois, quand on fait ça, c'est qu'on fait toujours des insatisfaits finalement, parce qu'on ne peut pas aller dans le détail de la technique au risque de perdre les non-initiés et les initiés. Voilà, donc on va essayer d'avoir un propos assez holistique. Donc, moi, je m'appelle Éric Andrieux, donc rapidement, pour me présenter, comme vous l'avez demandé, je suis député européen depuis 2012. Voilà, je ne suis plus premier vice-président de la Commission de l'agriculture, comme vous l'avez dit, dont je suis membre de la Commission de l'agriculture et donc j'ai été coordinateur pour mon groupe politique sur le volet agricole. Et là, actuellement, je suis rapporteur sur un des 3 volets de la réforme de la PAC, qui est le volet sur l'organisation commune du marché, rapporteur principal. Donc voilà, on l'évoquera si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc, hein. Et bien sûr, je participe, vous parler de pouvoir d'influence, donc comment dire, dans ce qu'on appelle les trilogues, mais on va y revenir certainement, c'est-à-dire ces fameuses réunions entre le Conseil, le Parlement et la Commission, hein, pour fabriquer la loi. On est au cœur au cœur de la fusée, on va dire ça comme ça. Les trilogues viennent de démarrer il y a à peine quelques semaines. Et voilà, rapidement pour me présenter, je suis aussi membre de la Commission de l'environnement. Voilà, donc, et au regard des propos de M. Baudru, donc voilà, donc il faut savoir qu'effectivement, puisqu'on a quelques minutes pour présenter le cadre, nous travaillons sur la base d'un texte d'initiative, ça a été dit, présenté par la Commission, mais là Pierre Bascou le présentera mieux que moi tout à l'heure, bien sûr. Et ensuite, sur ce texte-là, ce qu'on appelle souvent le texte martyr, pour bien comprendre, la Commission produit, alors il y a une évaluation, on va dire ça rapidement, une évaluation de la PAC, de l'ancienne PAC, voilà. Sur la base de l'évaluation, il y a un texte qui est commis par la Commission, qui s'appelle une communication, hein, mais vous me reprendrez si je me trompe. Sur la base de cette communication, donc, le Parlement européen émet un rapport d'initiative, donc d'accord, de désaccord, de critique. Et sur cette base-là, la Commission européenne produit un texte, voilà, qui est le projet de loi, on va dire ça comme ça, que j'appelle moi, je le redis, le texte martyr. Et sur ce texte-là, donc c'est le Parlement et le Conseil qui sont les 2 co-législateurs qui vont par voie d'amendement, si vous voulez, donc hein, donner leur position sur le texte proposé par la Commission. Et donc, ce texte-là, premier élément de réflexion, c'est que ce texte-là, le premier texte a été émis ou commis, on va dire comme ça, en 2018. Voilà. Et nous sommes en 2020, ce qui n'est pas sans poser le problème, de mon point de vue, dans le moment où nous sommes donc actuellement, c'est-à-dire que les choses se sont passées depuis 2018, évidemment, donc voilà. Mais pour terminer ce propos introductif, en fait, on appelle ça le tableau 4 colonnes, voilà, pour faire un peu de pédagogie, pour que tout le monde comprenne. Prenons l'image d'une feuille A4, là en blanc. Vous avez 4 colonnes. La première colonne sur la gauche, c'est le texte initial de la Commission. Voilà. La seconde colonne, c'est le texte du Conseil européen, c'est-à-dire le texte de la Commission amendé par le Conseil européen, qui a été voté par le Conseil des ministres avec les points de divergence et les amendements. La troisième colonne, c'est le texte de la Commission amendé par le Parlement. Voilà. Et la quatrième colonne, elle est vierge. Voilà. Et là, on se retrouve autour d'une table, un trilogue, c'est comme ça que ça s'appelle, les 3 institutions, Conseil, Parlement et Commission. Et le but de ces réunions-là, c'est un schéma, mais ça se passe comme ça réellement, c'est de faire converger les positions du Conseil et du Parlement, les positions des 2 co-législateurs. Et la Commission, comme l'a dit M. Baudru, là, n'a pas le devoir ou le pouvoir, enfin, même si quelquefois elle s'autorise, n'est-ce pas, M. Bascou, mais vous allez nous le dire, d'opportunité, c'est-à-dire elle doit être, on va dire ça en théorie, voilà, comme ça, donc mettre un peu de sel dans la discussion. En théorie, elle doit faciliter, si vous voulez, le rapprochement entre le Conseil et le Parlement. Et elle a un devoir, bien sûr, vous l'imaginez, de neutralité absolue. Donc, et elle ne revendique pas ses propositions originelles, donc, puisqu'elle doit accompagner justement le travail qui a été
par le Parlement et le Conseil. Voilà, nous sommes dans cette phase-là, et ce n'est qu'au bout de cette phase-là, pour vous dire, on passe le texte au peigne fin. Hein, alors, il y a des réunions politiques qui sont précédées de réunions techniques, tout ça est un véritable travail important. Et en fait, c'est en passant au peigne fin ce texte-là, ligne à ligne, mot à mot, article après article, qu'in fine, bien, on arrive au projet de texte définitif qui sera le projet de loi de la réforme de la PAC qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2023 à l'ensemble de la communauté agricole, je dirais, donc européenne. Voilà un petit peu ce qui se passe où nous en sommes. Et en ce qui me concerne, pour terminer là-dessus, il faut être très précis dans mes propos, moi j'étais… Alors, la PAC, elle est sur 3 rapports, hein, ce qu'on appelle les plans stratégiques. J'ai laissé l'espace à Pierre Bascou pour le définir. Le volet dit horizontal, c'est-à-dire la question du suivi dans la mise en œuvre de la réforme, l'évaluation, le contrôle, donc plus la gestion de la réserve de crise, hein, voilà, c'est comme ça qu'on le définit. Et le troisième rapport, le troisième volet, qui est la partie de l'organisation commune du marché, donc celui dont j'ai la responsabilité, qui est plus lié aux enjeux économiques, hein, donc de régulation du marché, l'organisation des secteurs, la question du vin en particulier, le POSEI, les crédits pour destinés aux régions ultrapériphériques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet, mais il y a vraiment 3 rapports qui avancent. Le principal, donc, des dossiers est quand même ce qu'on appelle le volet plan stratégique, puisqu'il traite de l'aide directe aux agriculteurs et du volet développement rural, principalement, voilà, essentiellement d'ailleurs. Hein. Et sur ce volet-là, effectivement, il y a eu de la discussion, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, et sur le fond, je fais partie de celles et ceux qui pensent que le texte original de la Commission n'était pas à la hauteur, ça c'est pour lancer le débat avec Pierre Bascou, bien sûr, hein, des enjeux ni climatiques et environnementaux, puisque donc je vais en dire 2 mots, ni des enjeux donc de la PAC en tant qu'elle-même, en tant que politique commune agricole, puisque, et là je ne partage pas tout à fait la position de M. Baudru, mais c'est bien normal, on n'a pas transféré de façon minime aux États membres le pouvoir de mettre en œuvre, on a transféré un gros pouvoir aux États membres de la mise en œuvre de la réforme. Voilà. Et moi je pense que ces 2 aspects-là, le lien de la PAC aux enjeux environnementaux et climatiques, hein, et les enjeux d'une politique commune, qui me semble nécessaire aujourd'hui, ont été trop peu traités dans la réforme qui est sur la table. Et donc, on va discuter, si on a le temps, dans l'échange qui va suivre. Très bien, merci Eric. Monsieur Pierre Bascou, à vous l'honneur. Voilà, bonsoir à tous et je vous remercie donc de me donner la parole et donc de m'avoir invité à ce débat. Et comme M. Andrieux et M. Baudru, j'aurais préféré très largement être parmi vous ce soir dans le sud de la France, étant originaire également du sud de la France, donc je pense que ça aurait été beaucoup plus agréable pour nous tous de nous retrouver physiquement et de pouvoir débattre et échanger sur cette politique qui est une politique qui est tellement importante et tellement passionnante. Mais bon, on fait ça de façon virtuelle, donc je suis très très heureux quand même d'avoir la possibilité de pouvoir discuter de tout ça, même de façon virtuelle. Donc quelques mots pour me présenter. Donc je l'ai déjà dit, moi je suis français, je viens du sud de la France, je travaille à la Commission depuis à peu près 25-26 ans, donc je suis je commence à être un des plus anciens collègues de la DGAgri et je suis directeur en charge donc de la direction responsable de ce qu'on appelle la durabilité et le soutien au revenu. Donc grosso modo, le soutien au revenu, ce sont les paiements directs, hein, ce sont les DPU, comme on les appelait avant en France. C'est grosso modo 75% du budget de la politique agricole. Et depuis environ 1 an et demi, donc je suis responsable également de tous les aspects liés à la durabilité, donc tout ce qui concerne l'environnement, le changement climatique, la bioéconomie, qui est un secteur d'avenir et en plein développement, mais également la forêt, le secteur sylvicole, qui gagne aussi en importance et qui, je dirais, dans la lutte contre le changement climatique et dans l'objectif qui a été fixé par la Commission d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, aura un rôle absolument fondamental donc pour l'Union européenne. Donc voilà pour mes fonctions. Donc on va débattre ce soir de la politique agricole, de ses perspectives à travers les propositions de la Commission qui ont été mises sur la table en 2018. Mais j'aimerais dire un petit mot aussi pour rappeler, je dirais, l'importance de la PAC. Monsieur Baudru a fait référence dans son intervention donc à je dirais une vieille politique ou une politique
je dirais, qui serait passé et qu'il faudrait remplacer ou au moins, je dirais, compléter par, je dirais, d'autres initiatives. Et j'aimerais dire que cette politique, malheureusement, elle a souvent besoin de crise pour être, je dirais, pour être appréciée à sa juste valeur. Et je pense que c'est une politique absolument fondamentale pour trois raisons. D'une part, au niveau politique, c'est une politique publique qui est au cœur de la construction européenne. C'est pratiquement la plus ancienne politique économique qui est financée, qui a été développée par l'Union, enfin par la communauté européenne. Et donc au niveau européen, c'est une politique, il ne faut pas l'oublier, où c'est pratiquement le seul secteur, le secteur agricole, où les États membres se sont mis d'accord pour transférer, je dirais, tout le soutien public ou une grande majorité du soutien public octroyé à ce secteur, donc au niveau européen. On est pratiquement le seul secteur économique à avoir fait ça. En termes budgétaires, c'est actuellement c'est une politique qui absorbe entre 37 et 38% de l'ensemble du budget européen. À l'avenir, même si le budget de la PAC est augmenté, on va rester, le budget total de l'Union européenne a été augmenté, donc on va être avec des proportions de 30 à 31%, mais le budget PAC va rester le budget numéro 1 pour l'Union européenne. Donc juste pour dire que politiquement, c'est une politique qui est vraiment, c'est une politique publique fondamentale. C'est une politique qui est très importante aussi en termes socio-économiques, parce que dans l'Union européenne à 27, c'est une politique qui aide le soutien, le développement économique d'environ 22 millions d'agriculteurs pour l'ensemble de l'Union européenne, 22 millions d'agriculteurs qui assurent la sécurité alimentaire de près de 460 millions de consommateurs de l'Union européenne et également dans le monde, parce que l'Union européenne est le premier exportateur en matière de produits agricoles et de produits agroalimentaires, donc c'est absolument fondamental. C'est également une PAC, la PAC, c'est une politique publique qui soutient un secteur qui gère près de 50% du territoire de l'Union européenne. Et si on rajoute la forêt, parce que la PAC, c'est aussi, je dirais, le bras financier de la politique du soutien au secteur sylvicole, on couvre à peu près entre 80 et 85% de l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Donc, c'est absolument fondamental. Et comme je l'ai dit, en matière commerciale, l'Union européenne est devenue, depuis environ une dizaine d'années, le premier exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires. Donc, c'est vraiment une politique qui a une importance économique qui est absolument fondamentale. Et le dernier point également au niveau de la PAC, il ne faut pas l'oublier, c'est une politique qu'on retrouve pratiquement dans l'ensemble des initiatives de l'Union européenne. On a parlé du climat, on pourrait parler de l'environnement, de la biodiversité, de l'aménagement du territoire, on pourrait parler de la bioéconomie, la politique commerciale. Lorsqu'on a des négociations commerciales avec nos partenaires commerciaux dans le reste du monde, très souvent, je dirais, le secteur qui attire le plus d'attention, c'est le secteur agricole et agroalimentaire. Et enfin, c'est une politique également qui est fondamentale pour l'Union européenne parce que c'est une politique qui est à la base du marché unique qui est vraiment, je dirais, un des éléments clés de cette construction européenne. Et on en parle beaucoup actuellement au niveau du Brexit, mais c'est clair que s'il n'y avait pas de politique agricole, sans doute que le marché unique fonctionnerait beaucoup moins bien. Donc, voilà un petit mot pour l'importance de cette politique. Et malheureusement, avec le Covid cette année, on a, je dirais, ça a remis en exergue et ça a remis au premier plan, je dirais, l'importance à la fois du secteur agricole et à la fois de cette politique agricole commune qui est là pour soutenir la viabilité et le long terme de ce secteur. Donc voilà, en matière de perspective PAC, donc comme M. Andrieux l'a précisé, c'était le début juin 2018, la Commission a fait un ensemble de propositions pour la future politique agricole pour la période. Alors à l'époque, on pensait pouvoir avoir un accord politique avec le Parlement européen et le Conseil et pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle PAC à partir du 1er janvier 2021. Pour diverses raisons, on pourra y revenir plus tard, mais pour diverses raisons, on a dû retarder la mise en œuvre de cette future PAC qui est prévue pour le 1er janvier 2023. Donc la Commission a fait des propositions qui visaient, je dirais, principalement à répondre à trois aspects clés. Le premier, c'était je dirais, de redonner un petit peu de sens, pour être totalement franc, de redonner du sens
à cette politique publique qui était devenue extrêmement complexe, qui touchait énormément de dimensions et pour lesquelles en fait on avait de plus en plus de mal à, je dirais, à clarifier les enjeux et à préciser le rôle. Donc c'est donner un peu plus de sens, de lisibilité et donc un peu plus de légitimité à cette politique. La deuxième raison, c'était de consolider les éléments positifs, parce que cette politique agricole est souvent décriée, mais elle a permis quand même d'assurer la viabilité d'un grand nombre d'exploitations agricoles, d'assurer la stabilité du revenu agricole. Alors, il est clair que le revenu, il est relativement volatile, mais si on compare l'évolution du revenu agricole dans l'Union européenne par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, en Australie, au Brésil, etc., on verra que quand même, on a réussi à travers cette politique publique à réduire très fortement la variabilité et le niveau, enfin la variabilité du revenu et assurer un certain niveau de revenu au secteur agricole. On a réussi également à améliorer assez fortement la durabilité de l'activité agricole. Alors il y a encore beaucoup à faire. On s'aperçoit quand même que depuis 20 ans, que ce soit en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en matière d'impact environnemental sur la qualité de l'eau, sur la qualité des sols, etc. On voit qu'il y a des progrès qui ont été faits qui sont assez importants. Donc, on souhaitait, je dirais, consolider ces acquis et voir après comment aller au-delà de ces acquis, parce que ce qui a été fait est bien, il faut faire mieux et il faut faire beaucoup plus à l'avenir. Et donc, ce qu'on voudrait également, donc, par rapport à cette consolidation, c'est répondre à un certain nombre de faiblesses. Et là, j'en mentionnerai trois, mais qui sont largement connues des agriculteurs. La première, c'est la complexité de cette politique. Comme je l'ai dit, c'est une politique qui est qu'on a de plus en plus de mal à expliquer, et pas simplement aux agriculteurs, mais également donc aux administrations publiques. Donc, il est largement temps d'essayer de simplifier, parce que simplifier, c'est pas simple. Pour être franc, il faut également améliorer la performance climatique et environnementale de cette politique. Et il faut également, je dirais, favoriser la transition vers des modèles beaucoup plus durables. Et c'est pas simplement durable en matière environnementale et climat, mais c'est également durable en matière économique et durable en matière sociale. Donc, on a fait des propositions, alors avec différents règlements, et Monsieur Andrieux a commencé à en parler, mais j'essaierai de résumer ces propositions sur la base de trois éléments. Le premier, c'est qu'on veut, à travers cette future politique agricole, assurer la transformation du secteur et assurer la transition vers un modèle de production durable et résilient, mais qui soit également compétitif. Et cette volonté de la Commission, alors qui a été présentée, on pourra y revenir plus en détail, elle a été présentée en 2018. Alors c'est vrai que c'était il y a 2 ans et demi, mais cette volonté, elle a été largement renforcée par un ensemble d'initiatives qui ont été adoptées par la Commission européenne il y a à peu près 1 an, donc à la mi-décembre 2019, donc avec des initiatives qui s'appellent le Pacte vert, qui s'est décliné en différentes stratégies, et en particulier la stratégie biodiversité et la stratégie de la ferme à la table, et qui vise en fait à accélérer cette transition vers des modèles plus durables. Alors, c'est pas simplement une question de répondre à la dégradation des ressources naturelles, c'est pas simplement une question de répondre à la nécessité de mieux adapter et de favoriser l'adaptation du secteur agricole au changement climatique. C'est également une question de répondre à une demande sociétale et une question de répondre à une demande des consommateurs. Il faut vraiment que, on consolide tous les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant par les agriculteurs et qu'on puisse accélérer, cette transition afin qu'à l'horizon, à la fin de la décennie 2020, donc à l'horizon 2030, on puisse avoir un secteur agricole, mais également, un système alimentaire qui soit totalement durable, mais qui soit également résilient et compétitif. Ça, c'est vraiment un élément très important. La deuxième priorité de ces propositions de réforme, c'est de viser à avoir un soutien public qui soit beaucoup plus efficace et qui soit beaucoup plus équitable. Et donc, la Commission a mis sur la table un certain nombre de propositions qui sont liées à une meilleure distribution des aides sur l'ensemble des agriculteurs, à un plafonnement des aides par agriculteur, avec des propositions qui visent à concentrer les aides également sur ce qu'on appelle les véritables agriculteurs, donc les personnes qui travaillent dans le secteur agricole et dont le niveau de vie dépend de l'activité agricole. Donc, on veut vraiment revoir ce système d'octroi, d'allocation des aides publiques, afin qu'on soit beaucoup plus dans un système beaucoup plus équitable, mais aussi beaucoup plus efficace.
Et la troisième priorité, je m'arrêterai à la troisième priorité de la PAC, enfin de ces propositions PAC, ça vise en fait à moderniser le secteur et également la mise en œuvre de cette politique publique. Et ceci, en fait, cette proposition, elle repose principalement sur la volonté de la Commission de proposer un nouveau partage de responsabilités, pas simplement en termes, et entre l'Union européenne et les États membres, pas simplement en termes de mise en œuvre, mais également de définition de cette politique. Jusqu'à maintenant, tout était décidé au niveau de Bruxelles, et quand je dis au niveau de Bruxelles, ce n'est pas par Bruxelles, c'est proposé par la Commission, comme M. Andrieux l'a bien expliqué. Après, c'est décidé par les co-législateurs, le Parlement européen et le Conseil, mais tout est pratiquement décidé au niveau de Bruxelles et mis en œuvre au niveau des États membres. Ce qu'on voudrait à l'avenir, c'est limiter, je dirais, la responsabilité et l'action de l'Union européenne à ce qu'on appelle le cadre européen, c'est-à-dire la fixation des grands objectifs, la définition des principaux instruments qui serviront à verser les aides, avoir un espèce de niveau minimum d'harmonisation en matière d'exigence, afin d'avoir, je dirais, un niveau de jeu équitable entre l'ensemble des agriculteurs, mais de laisser après la mise en œuvre, la traduction de ce cadre européen au niveau national ou au niveau régional. On souhaite laisser ceci aux États membres, parce que ce sont les États membres, on considère que ce sont les États membres qui connaissent le mieux les besoins en matière de développement de la viabilité, de la compétitivité du secteur. Ce sont les États membres qui connaissent le mieux, et voire les régions qui connaissent le mieux, quelles sont les faiblesses en matière de performance économique, performance climatique, performance environnementale. Donc on veut que ce cadre européen soit directement traduit par les États membres au niveau de chaque pays, et l'ensemble de ces décisions qui seront prises au niveau des États membres seront intégrées dans ce qu'on appelle un plan stratégique, et ce plan stratégique sera validé, sera approuvé par l'Union européenne. Donc on aura vraiment un nouvel équilibre que nous proposons entre l'Union européenne et les États membres à l'avenir. Alors, pour être équitable, je suis obligé de oui, je m'arrêterai là. Je sens que la passion vous permettrait de nous développer encore bien plus longtemps, mais j'ai des questions, et des questions qui sont plus basiques probablement que les petits exposés que chacun d'entre vous ont fait, mais en même temps, je me dois de vous les poser, notamment la stratégie de la fourche à la fourchette dont M. Baudry a parlé tout à l'heure. Un des intervenants dit que cette stratégie semble plus ambitieuse que la proposition de la nouvelle PAC. Pensez-vous que la PAC pourra s'aligner sur cette stratégie? C'est une des questions. Une autre question à propos de l'installation des cotisants solidaires. Il semble que tous les ans, de 15 à 30% d'installations sous statut de cotisants solidaires dans notre département en particulier. Ces derniers constituent aujourd'hui les défricheurs de nouvelles pratiques agricoles, selon le terme que développe la personne qui pose la question, et de nouvelles relations économiques. Qu'en est-il d'éventuelles aides pour ces néo-agriculteurs? Je crois qu'on peut les nommer ainsi. Voilà pour les deux premières questions. Quel avenir pour l'agriculture biologique? Et enfin, un dernier point sur une personne qui parle des accords transatlantiques, CETA et Mercosur. Sont-ils en phase avec le discours ambitieux de Mme von der Leyen qui porte haut et fort la question du Green Deal et du verdissement de l'agriculture? Voilà pour le moment quelques questions. On me fait remarquer que je n'ai pas invité de syndicats agricoles, mais c'est vrai que sur 1h15, 3 intervenants, c'est déjà difficile à gérer. Mais à l'occasion, nous organisons plusieurs débats par an et on peut imaginer à l'avenir que ce soit ainsi. Je me permets de vous dire au revoir, de vous saluer toutes et tous. Je suis sûr que les échanges vont être absolument très, très intéressants et riches. Merci, Merci beaucoup et à très bientôt. Été là. Au plaisir de vous revoir, M. Baudry.
Donc, la parole vous appartient, Eric, à vous. Oui, ça y est. Ça y est, c'est parti. Écoutez, d'abord, merci à Pierre Bascou, donc voilà pour son intervention. Égal à lui-même, c'est un excellent, je le dis ici sans ambiguïté, un excellent fonctionnaire européen, donc très performant dans son boulot, et évidemment. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas revenir, on n'a pas le temps de revenir sur l'ensemble du développé que vous avez fait, donc mirifique, mais je partage vraiment pas la totalité de ce qui a été dit, mais parce qu'on n'a pas le même regard sur l'objet finalement que celui de la réforme. Mais avant de répondre aux questions, parce que ça se rejoue finalement, parce que je vais essayer de faire le lien entre les questions que vous posez, donc, et un petit peu l'exposé de Pierre Bascou, sur la question de Farm to Fork. On ne peut pas se raconter, excusez-moi, je vais dire chose élégamment, mais il y a eu 2018, si vous voulez, donc la PAC, le texte présenté, qui a été voté en commission de l'agriculture au Parlement européen dans l'ancien mandat, c'est-à-dire avant le renouvellement, et ensuite dans le nouveau mandat, il y a une prise de conscience très forte sur l'enjeu climatique, très concrètement, puisque dans ce nouveau mandat, la PAC ayant été déjà écrite en 2018, il faut regarder les calendriers en face, il y a eu ce qu'on appelait le Green Deal, le pacte vert, qui a été voté, donc c'est-à-dire l'enjeu, et ça a été dit, je partage, d'atteindre une neutralité, un continent neutre en carbone en 2050, avec une phase intermédiaire en 2040. Nous avons voté au Parlement donc 60% de diminution des gaz à effet de serre. Et derrière ce grand objectif-là qui a été validé, il y a deux stratégies qui la complètent, c'est-à-dire la stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, la stratégie de la biodiversité. Mais ces deux stratégies-là, pour l'instant, n'ont pas donné lieu à de débats démocratiques au sein du Parlement. Il n'y a pas eu de vote donc réel. Donc, on est sur ces enjeux-là, sur les questions de, moi j'ai appelé ça de conflit d'agenda. Et d'ailleurs, je vais dire deux mots, peut-être vous allez réagir, mais c'est-à-dire que, en fait, normalement, il eût été préférable que l'on ait les grands objectifs, Green Deal, Farm to Fork, biodiversité, et ensuite que la PAC est un outil, quelque part. Parce que si on veut faire le lien entre l'agriculture et les enjeux climatiques ou de biodiversité, d'ailleurs, ou de santé humaine, pour élargir un peu le débat, il aurait fallu que l'outil PAC réponde à ces questions-là. Or, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé dans les faits. On a inversé, si vous voulez, ce petit peu le principe de la pyramide inversée, où on a d'abord fait la PAC, et ensuite, depuis lors, on essaie de verdir la PAC et de lui donner donc d'ailleurs, et là, comment expliquer autrement, si vous voulez, la position du premier vice-président de la Commission européenne, qui est Frans Timmermans, qui dit aujourd'hui, écoutez, vous avez intérêt dans les discussions entre le Conseil et le Parlement à renforcer le volet, je veux dire ça, de l'écologisation de la réforme, autrement je vais retirer le texte. Donc ça veut dire que le texte finalement, initial, il n'est pas si bon que ça, quoi. Et vous savez bien que moi je le dénonce depuis le début, puisque je pense qu'il y a deux limites à ce texte-là. C'est la limite du lien justement entre l'enjeu de la réforme et l'objectif de réponse au climat, à la biodiversité et à l'enjeu environnemental au sens large. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais on pourrait le faire. Et la question de la renationalisation, je crois qu'il faut le dire comme tel. Donc, parce que lorsque vous dites, comment dire, qu'on va partager les responsabilités, on va simplifier, non. Vous allez simplifier dans la position de la Commission, ce n'est pas la position de Pierre Bascou, hein, donc moi je l'avais dit à l'ancien commissaire Hogan, j'ai dit au nouveau commissaire, M. Keski de l'Agriculture, mais débarrassez-vous de ce texte, repartons d'une feuille blanche depuis des mois et des mois, je dis ça. Là je suis un peu tard, mais maintenant Timmermans arrive, il voudrait remettre ça à plat, mais c'est un peu tard parce que ça a été voté par le Parlement et le Conseil, mais la réalité elle est celle-là. Ce qu'il y a bien, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, si vous voulez. Donc voilà, c'est pas, la formule n'est pas de moi, mais donc il y a bien une question qui est posée aujourd'hui. Et sur la simplification, certes, on simplifie pour la Commission, parce qu'elle transfère à la mise en œuvre donc aux États membres, mais ça ne va pas simplifier ni pour les agriculteurs, il faut arrêter de dire, ça c'est mon point de vue, excusez-moi, hein, ni pour les États membres. Et aujourd'hui, le volet de l'écologisation, la structure de la PAC que nous avons sur la table aujourd'hui, elle est la même que celle que nous avons dans le passé. C'est-à-dire qu'on a sur le premier pilier 60% sur les paiements directs, et vous savez bien, et on a 30% destinés à ce qu'on appelle le verdissement dans la PAC actuelle. Et dans la future PAC, on a 60% pour les paiements de base, hein, enfin, voilà, et le Parlement a voté 30% pour ce qu'on appelle les éco-schemes, et le Conseil, d'ailleurs, a voté 20%. Donc, ça va être un débat dans les trilogues pour savoir si l'enveloppe liée à l'écologisation de la réforme, elle sera de 30 ou de 20% pour le premier pilier.
Donc, bref, donc, là, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais sincèrement, il y a beaucoup à dire. Et là, maintenant, dans tous les cas, c'est voté, donc il faut faire au mieux, et je suis d'accord avec ça, nous, on fait au mieux pour faire avancer donc, le sujet, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et je ne veux pas m'échapper sur les questions. Sur les cotisations solidaires, donc, ça fait référence aux petites fermes, donc, hein, il y a une enveloppe qui est prévue, mais c'était le cas dans l'ancienne PAC, et c'est prévu dans la nouvelle PAC, donc hein, c'est le même montant, c'est 1 250 €, je crois, de mémoire par petite ferme, vous me reprendrez, M. Bascou, donc hein, ça c'est qui est acté. Donc, alors, c'est pas très mal lié aux cotisants solidaires. Les cotisants solidaires, c'est une notion très franco-française, donc hein, sur lesquels il y a matière au niveau national, du coup, de prise en compte, entre autres, dans les chambres d'agriculture. C'est notre sujet, hein, que l'on sort de la réforme de la PAC, donc c'est pas tellement dans le sujet lié à la réforme. Mais pour ce qui est du bio, ça a été dit donc par Pierre Bascou, je crois, donc au M. Baudru, il y a 50% sur le Farm to Fork. L'objectif, c'est 50% de diminution des pesticides, c'est moins 20% pour les antibiotiques de mémoire, donc, et c'est plus 25% de terres destinées à l'agriculture biologique. Mais sur le bio, dans le contenu de la réforme qui est sur la table, il n'y a rien de plus. C'est-à-dire sur le premier pilier, sauf dans les éco-schemes. Aujourd'hui, dans les éco-schemes, personne ne sait ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire effectivement, on attend que la Commission, qui aura 3 mois après le vote de la réforme, pour faire des propositions de liste à chacun des États membres. Donc, chaque État membre choisira dans les éco-schemes, donc, comment dire, des orientations. Ça peut être de l'agroécologie, de l'agroforesterie, de l'agriculture bas carbone, etc. Et les agriculteurs, dans chacun des États, choisiront de façon optionnelle donc des mesures. Bon, bref, donc il y a vraiment, c'est un peu technique, hein, je m'en excuse, une véritable renationalisation. Moi, je dis les choses, donc, hein, dans un moment, et ça rejoint la dernière question sur le CETA ou le Mercosur, où je pense, moi, donc, hein, qu'il y avait vraiment besoin d'une véritable politique commune. Et là, on est en train, et c'est un souci, c'est une crainte, mais on verra bien, l'histoire nous dira, hein, puisque là, on est dedans, on est au cœur de la fusée, on est en train, par cet enjeu-là, de redonner du pouvoir aux États membres différenciés, d'exacerber donc hein, des logiques donc comment dire de concurrence entre États qui n'étaient pas tout à fait pertinentes, parce qu'au moment où les autres continents comme les États-Unis, comme le Brésil, le Mercosur, comme la Russie, comme la Chine, mettent en place des politiques à l'échelle continentale, nous avons une approche qui est assez, moi je dis ça, à compte-courant de l'histoire, où on est en train de redonner du pouvoir à chacun des États membres, alors, au moment où on aurait besoin d'une politique commune à l'échelle du continent européen. Parce que l'enjeu, et ça a été dit, c'est celui du marché intérieur, ça je partage, mais l'enjeu, il est ailleurs aujourd'hui. Le curseur s'est déplacé au niveau mondial. Et qu'effectivement, si on ne met pas un accord, et si on ne revendique pas la force du marché européen pour effectivement conditionner l'accès des produits importés aux règles communautaires, donc, hein, on va beaucoup perdre dans un moment où d'autres parlent de politique, comment dire, continentale, au moment où nous, on divise en 27 petits paquets, si vous voulez, c'est ma crainte, hein, la politique commune en devenir. Voilà. Et on ne peut pas rentrer trop dans le détail, et je m'en excuse. Non, non, mais je crois que c'est assez clair dans votre argumentation, mais je suppose que M. Bascou va réagir, bien évidemment. La parole vous appartient. Ah, c'est l'objet, hein. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est le droit de réponse. Voilà. Oui, non, non, vous comprendrez bien que j'ai une vision un petit peu différente des choses de monsieur Andrieux, de par ma fonction, mais également de par l'historique, en fait, de ces propositions de réforme. Mais j'essaierai de me concentrer surtout sur les questions, parce que c'est surtout ça qui intéresse les participants à ce débat. Est-ce que la stratégie de la ferme à la table est plus ambitieuse que les propositions PAC? Je pense qu'il n'y a pas de relation d'ambition. La stratégie de la ferme à la table, elle vise à conforter, je dirais, ce qui a été proposé en 2018. Elle vise à fixer, je dirais, cette vision à long terme et cet objectif de durabilité et de résilience qu'on souhaite mettre en place et développer jusqu'en 2030. Et elle vise également, et ça je pense que c'est extrêmement important, à couvrir l'ensemble de la filière agroalimentaire. Parce qu'en 2018, comme je l'ai dit, la priorité numéro 1 de la Commission européenne, c'était d'assurer la transformation du secteur productif en un secteur vers plus de durabilité, et je dirais vers un secteur productif qui soit totalement durable et qui soit compétitif à l'horizon 2027. Ce que fait la stratégie de la ferme à la table, c'est ça, c'est qu'elle couvre non pas simplement le secteur primaire, mais également toute la chaîne, le secteur de l'agroalimentaire, de la distribution, etc., jusqu'au consommateur, parce que de faire du durable uniquement au niveau de la production, si on n'arrive pas à s'assurer que
on puisse répondre et que les consommateurs, je dirais, répondent au mieux à cette offre de produits durables, ça servira à rien parce qu'en fait, on va finir par importer d'autres produits du reste du monde. Donc, je pense que ce qu'on a voulu faire avec la stratégie de la ferme à la table, c'est d'avoir une vision qui soit beaucoup plus holistique, qui soit beaucoup plus complète et qui assure non pas simplement l'amélioration de la performance environnementale et climat de l'activité agricole, mais également d'assurer un niveau de rémunération suffisant et des perspectives économiques au secteur agricole. Alors, il est clair qu'à travers cette stratégie, on a traduit cette vision à long terme, si je puis dire, on les a traduits à travers certains objectifs quantifiés. Donc, alors on est à moins, alors on demande aux États membres de s'engager vers une réduction globale au niveau de l'Union européenne, donc de moins 50% de l'utilisation et des risques liés aux pesticides, de moins de 50% des antibiotiques et des antimicrobiens. Ce qu'on veut également, c'est réduire tout ce qui est perte au niveau des nutriments, de 50%, ce qui devrait se traduire au niveau de l'Union européenne par une diminution de 20% des engrais. Et donc, j'insiste sur cet élément-là, c'est au niveau de l'Union européenne et c'est la réduction des engrais résultera, je dirais, de la réduction des pertes en nutriments. Ça, c'est important. On souhaite également augmenter les superficies couvertes par l'agriculture bio à 25% sur l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, chaque pays devra contribuer, par exemple, à cet objectif bio, mais également aux autres objectifs quantifiés, donc à la hauteur de leur capacité. Et il sera la responsabilité de l'Union européenne de s'assurer que lorsqu'on mettra, je dirais, tous ces engagements et tous ces efforts à faire au niveau de chaque pays, on arrivera donc à ces moins 50% de réduction des pesticides, etc., et de plus 25% de la SAU européenne, donc couverte par l'agriculture biologique. Donc, ce sont des éléments qui sont complémentaires. Et d'ailleurs, à cet égard, si le vice-président de la Commission européenne s'est plaint, je dirais, de l'avancée des discussions sur la future politique agricole. Il s'est pas plaint du contenu de la proposition de la Commission, il s'est plaint en fait du mandat qui a été voté par le Parlement européen et le mandat qui est obtenu au niveau du Conseil, qui, au sens de la Commission européenne, vise quand même à réduire de façon assez significative l'ambition environnementale et l'ambition de durabilité donc des propositions PAC. Donc, ce ne sont pas du tout des critiques qui visent la proposition initiale de la Commission européenne. En matière de petits agriculteurs, effectivement, la Commission a proposé un système qui est relativement similaire à ce que nous avons actuellement avec donc la politique agricole actuelle. Mais je dirais, ce qu'on veut à l'avenir, c'est de donner la possibilité et de donner beaucoup plus de flexibilité pour les États membres dans, je dirais, le ciblage des aides. Si dans un État membre et si la France décide d'octroyer un niveau de soutien public beaucoup plus important aux petits agriculteurs ou aux nouveaux entrants dans le secteur agricole, il faut que la France ait la possibilité de faire ça. Actuellement, comme je l'ai dit, tout est décidé au niveau de Bruxelles. J'ai passé, moi, lorsque j'étais nommé pour la petite histoire en 2014 directeur de cette direction, j'ai passé pratiquement un an à négocier la taille de la canopée des arbres, la taille des fossés, la taille des haies, etc., pour avoir une harmonisation au niveau de l'Union européenne. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est que la Commission européenne et qu'au niveau européen, on arrive à définir un cadre général, une orientation et des grands objectifs pour cette politique agricole, mais après, il y a une telle diversité des situations, il y a une telle diversité des besoins dans l'Union européenne, même au sein d'un même pays. Monsieur Andrieux et moi-même, nous sommes des corbières. Les conditions, le secteur agricole, ses caractéristiques structurelles, son niveau de compétitivité, etc., ses besoins sont totalement différents de ce qui existe dans le Lot-et-Garonne, de ce qui existe dans la région du Nord, à côté de Bruxelles, etc., etc. Donc, il faut que les États membres aient la possibilité d'adapter au mieux par rapport à ces grands objectifs politiques, qu'ils aient la possibilité d'adapter au mieux, je dirais, les instruments et la dotation budgétaire afin de répondre au mieux aux besoins des agriculteurs. Donc, pour les petits, il y aura largement la possibilité pour la France d'adapter son système d'aide directe à travers des aides aux petits agriculteurs, à travers le paiement redistributif, à travers un niveau de dégressivité, de plafonnement qui lui permettent de concentrer beaucoup plus les aides sur les petits si la France considère que c'est
un élément qui est important pour la France. Okay. De même, pour les nouveaux agriculteurs, dans les plans stratégiques, les États membres auront l'obligation d'expliquer comment ils vont favoriser l'entrée des agriculteurs, et en particulier des jeunes agriculteurs. Même si on est très généreux, on va jusqu'à 40 ans. Donc, mais ce qu'on veut, c'est que les États membres nous expliquent comment en fait ils vont assurer le renouvellement des générations, soit à travers les instruments PAC, mais également à travers d'autres instruments, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas de la compétence européenne. L'accès à la terre, l'accès au crédit, l'accès à la formation pour les jeunes agriculteurs, tout ça, ça relève de la compétence nationale, c'est pas de la compétence européenne, mais les États membres devront nous expliquer comment, à l'avenir, parce que à travers la PAC, ce qu'on veut, c'est assurer la sécurité alimentaire de l'Union européenne à travers un modèle de production durable. C'est important, si on parle de sécurité alimentaire à l'horizon 2030, il faut qu'en 2030, on puisse avoir encore des agriculteurs et des jeunes agriculteurs qui puissent s'installer. Et donc, ça sera important, il est important pour nous, et c'est un des grands objectifs de la future PAC, d'assurer ce renouvellement des agriculteurs. Et donc, au-delà des outils spécifiques à la PAC, et principalement des outils financiers de soutien, alors dans le deuxième pilier, soit des aides aux revenus, soit des aides à l'installation, il y a les États membres auront l'obligation de nous expliquer comment ils vont favoriser tout ça. En matière d'avenir biologique, très rapidement, oui, pour nous, l'agriculture biologique, c'est un des systèmes de production d'avenir, parce que c'est un des systèmes de production durable. Et donc, les États membres auront tout loisir de soutenir, soit à travers le premier pilier, soit à travers le deuxième pilier, ce secteur de l'agriculture biologique. Mais à cet égard, on demande aux États membres de s'engager et de soutenir ce secteur pour arriver donc à l'horizon 2030 à 25% des terres agricoles qui soient cultivées donc sur la base de l'agriculture biologique. Mais ce qui est important aussi pour nous, et je m'arrêterai là, c'est pas simplement de soutenir la production et l'offre de produits bio, c'est également de stimuler et de soutenir la demande de produits bio, et ceci donc à travers différentes actions, marché public, etc. Donc, parce qu'il ne faudrait pas qu'en augmentant le niveau de production de l'agriculture biologique, on déséquilibre trop le marché, et donc il faut arriver à un certain équilibre, et donc à développer en parallèle à la fois l'offre et la demande. Merci. Alors, merci à vous pour cette réponse. Il y aura sans doute une réaction d'Éric Andrieux, mais j'ai d'autres questions. Vous en voyez certaines d'ailleurs qui passent. J'ai notamment eu une question sur des locations de terres qui pouvaient se faire par des personnes issues de pays où la fiscalité est moins rigoureuse, et quelles conséquences. Donc, j'ai aussi une question sur le revenu décent des agriculteurs. On sait que nombre d'agriculteurs, malgré leur travail acharné, n'arrivent pas à sortir un revenu suffisant pour vivre dignement. Nous avons quelques questions aussi sur la règle des 10%, mais sur les surfaces d'intérêt écologique, mais je crois que ça a changé, ça, me semble-t-il. Est-ce que ça s'appliquera à tous les pays européens? Donc, voilà quelques questions en vrac. Si vous voulez, Monsieur Andrieux, commencer à répondre à celle-ci et voir une réaction ensuite de Pierre Bascou. La question du revenu me paraît essentielle. C'est quand même un des problèmes qui est fréquemment affirmé par bon nombre d'agriculteurs. Si vous voulez, là aussi on ne sera certainement pas d'accord, mais lorsqu'on a sur le premier pilier, dans l'aide directe, c'est l'aide directe aux agriculteurs, une structure, comme on vient de l'évoquer, de 30% ou de 20% d'ailleurs. On est là, au moment où nous discutons, parce que bon nombre de choses sont dites là, mais ça dépend quand même de la sortie du trilogue. Les plans stratégiques nationaux dépendront du cadre stratégique européen. On va pas faire, voilà, là on fait un peu apprenti sorcier, parce que si on veut respecter les règles de la démocratie, tant que tout n'est pas réglé, rien n'est réglé. Voilà, et pour l'instant, rien n'est réglé puisque tout est en discussion. Mais donc, par exemple, lorsqu'on parle du bio, dans les 30% ou 20% liés aux éco-schemes, pour l'instant, certainement la Commission a rédigé. Et aujourd'hui, moi j'étais encore avec le ministre de l'Agriculture français la semaine qui s'est écoulée, là, on n'a aucun élément en France sur la définition du périmètre de l'éco-scheme. Il y a des supputations, il y a des écrits qui circulent, etc., mais il n'y a rien d'arrêté là-dessus.
Je veux dire, donc, et les États membres vont devoir obligatoirement choisir les éco-schemes, la mise en œuvre, mais il n'y a pas de cadre fixé aujourd'hui. En tous les cas, à ma connaissance, ou au moins à la connaissance du ministre, puisque j'ai eu cette semaine. Bon, donc, ça, c'est un premier point. Donc, il faut quand même laisser la marge de la discussion qui va avoir lieu. Pour ce qui est des autres 60% du premier pilier, on est sur un problème, une question qui est liée d'ailleurs aux règles de l'OMC, donc, de ce que je dénonce depuis le début, mais ça, on n'est pas d'accord, du paiement découplé. C'est-à-dire que moi, je pense effectivement, comme l'a dit M. Bascou, il j'adhère à ça, il y avait nécessité d'un changement, je dis ça depuis le début, du modèle agricole. Voilà. Or, aujourd'hui, le principe de l'aide découplée, de l'aide à l'hectare, fait que annuellement, puisque l'aide est versée à l'hectare que vous possédez, on va parler de spéculation donc, et de foncier, mais en termes de revenus, que vous ayez une bonne récolte ou que vous ayez une mauvaise récolte, il faut toucher la même aide. Donc, ça veut dire qu'il y a des années, si vous voulez, donc, où vous avez une bonne récolte, beaucoup d'argent, et des années où vous avez une mauvaise récolte, donc vous n'avez pas d'argent. Et donc, ça ne permet pas, si vous voulez, d'adapter, comment dire, l'aide publique, donc, à l'instabilité du marché agricole européen et européen et mondial. Aujourd'hui, donc, il faut sortir d'un dogme en partant du principe que l'autorégulation en matière agricole n'existe pas. Donc, et qu'effectivement, déjà, ce paiement à l'hectare, de mon point de vue, ne permet pas d'adapter l'aide publique agricole donc, aux diverses réalités, si vous voulez, que l'on a sur le continent européen. Donc, en termes de revenus, nous étions quelques-uns à avoir proposé une approche différenciée qui existe sur d'autres continents, qui est ce qu'on appelle l'aide contracyclique, c'est-à-dire qu'en fonction, il y avait des équilibres à travailler, qu'on avait soumis d'ailleurs au commissaire à l'époque, donc voilà, mais c'était voilà, parce qu'on part d'un principe qui n'est pas le même évidemment entre l'approche de la commission, et là je ne parle pas de Pierre Bascou, et l'approche donc qu'on peut avoir lorsqu'on est parlementaire et qu'on parle au nom des professionnels, qu'effectivement l'aide publique ne répond ni aux enjeux de revenus, l'aide découplée, ni aux enjeux donc liés à l'environnement ou à la biodiversité, puisqu'on ne le conditionne pas. Et d'ailleurs, dans la conditionnalité, lorsque vous dites, excusez-moi, que M. Timmermans ne remet pas en question la proposition de la Commission, si je reprends les BCAE, les bonnes pratiques environnementales qui vont conditionner l'aide découplée finalement, donc, on voit bien qu'on s'est affaibli. Alors là aussi, le Parlement n'est pas pour rien, mais je pense qu'on a voté des textes qui sont moins ambitieux effectivement que ceux de la Commission, il faut le dire, donc que le Conseil est dans la même logique, les prairies permanentes, donc comment dire, sur le renouvellement des cultures dans la Natura 2000, donc sur la densité des animaux à l'hectare qui a été supprimée, autant d'éléments de conditionnalité qui ont disparu et qui affaiblissent la proposition du lien entre la position, on verra ce qui sortira du débat, donc, et l'enjeu environnemental. Donc ça, c'est des questions essentielles. Sur la question des terres, effectivement, cette aide découplée appelle à la spéculation et à l'agrandissement. On le vit en France, mais on le vit de façon exacerbée dans les pays donc de l'Est de l'Europe. Allez en Slovaquie, vous verrez ce qu'il en est. D'ailleurs, il y a 2 amendements qui ont été déposés et votés au Parlement, on appelle ça les amendements oligarques, je pense que là-dessus, Pierre Bascou sera d'accord, qui vont obliger la Commission à contrôler donc le fait qu'il n'y ait pas il y a des pressions faites chez les petits agriculteurs, vous avez des fonds de pension organisés qui vont, comment dire, oui, en fait, agrandir les surfaces de façon éhontée, et on a des sommes astronomiques qui sont versées à ces pseudo-agriculteurs-là, si vous voulez, donc il fallait y mettre fin, et j'espère que là, dans cette réforme-là, on va pouvoir, grâce à ces amendements, donc l'arrêter. Et la question sur les surfaces d'intérêt écologique, vous l'avez dit, ça c'était l'ancienne réforme, donc là, ça n'a plus lieu d'être, puisqu'aujourd'hui, c'est là où on parle de renationalisation. Dans la réforme actuelle sur le verdissement, nous avions 3 critères pour l'obtention des aides. C'était les surfaces d'intérêt écologique, c'était les prairies naturelles, donc, et j'oublie le 3e d'ailleurs, donc il y avait un 3e critère pour l'obtention des aides liées aux surfaces d'intérêt écologique. L'agroforesterie peut-être? Non. La diversification des cultures. Voilà, c'était la diversité des cultures. D'ailleurs, là où on a gagné un petit peu, d'ailleurs, parce qu'on est passé de la diversité donc à la rotation dans des cultures avec l'ajout d'une présence de légumineuses. Donc, je dirais que sur la structure de la PAC, il y a des choses intéressantes à l'intérieur, mais globalement, rien n'a changé. Ça veut dire que je redis, 60% pour les paiements directs, 30% pour les éco-schemes, mais sur le second pilier, on a gagné 5% sur les mesures agro-environnementales, les MAEC, on passerait, sous réserve du débat, de 30 à 35%. Et enfin, pour terminer mon propos, c'est la question de la sécurité alimentaire, donc de la souveraineté que vous avez posée, Pierre Bascou. On sait bien que c'est lié à des questions importantes. Il faut gérer les importations,
Ça, c'est ma lecture, donc. Hein. Et là, aujourd'hui, pour l'instant, on verra ce qui sortira de l'OMC, donc du rapport sur l'OCM, pardon, donc ce qui va en sortir. Il faut gérer la question de la surproduction, donc. Hein, et donc là, il faudra bien mettre en dynamique les outils de régulation. Donc, hein, ce n'est pas en supprimant tous les outils de régulation, et on le voit bien dans des moments de crise, donc on a des difficultés pour gérer la surproduction. Et enfin, il faut gérer les stocks. Et vous savez aussi bien que moi que dans le moment que nous vivons, ça fonctionne, mais c'est fragile, quoi. C'est-à-dire que sur le stock de céréales, au moment où nous parlons, vous savez bien qu'il y a beaucoup plus de stock au monde, mais on a un petit problème quand même qui nous occupe, c'est qu'au moment où il y a le plus grand stock au monde de céréales, c'est la Chine qui concentre 50% des stocks mondiaux. Et que la Chine a beaucoup plus d'avance que le continent européen en matière de sécurité alimentaire. Donc, c'est des questions qui sont très fragiles sur lesquelles il faudrait, je pense, que la PAC amène des éléments de réponse et que le volet du coût de l'OCM est beaucoup plus important que ce qui n'y paraît en matière d'équilibre de la réforme de la politique agricole commune. Voilà, je un peu rapidement pour répondre aussi aux questions qui ont été posées. Très bien, je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Bascou, évidemment. J'ai une question entre-temps qui est arrivée. Peut-on imaginer une aide forfaitaire par chef d'exploitation plutôt qu'une aide à l'hectare, comme c'est le cas? Et je reprendrai, j'ai d'autres questions qui sont arrivées. Pierre Bascou, c'est à vous. Merci beaucoup. Écoutez, je vais commencer par la dernière question. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une aide par chef d'exploitation ou par personne, je dirais, plutôt que par hectare? Oui, ça peut s'imaginer, mais ce n'est pas du tout dans les perspectives de la Commission. En tout cas, ce n'est pas du tout dans les velléités de la Commission pour deux raisons. Je dirais, la première raison, c'est que pour nous, c'est quelque chose qui irait à l'encontre de la nécessité d'améliorer la compétitivité et la productivité du secteur, d'une part, et d'autre part, ce serait un système de soutien public à l'agriculture qui serait extrêmement difficile de contrôler, parce que aller contrôler qu'est-ce qu'est un agriculteur, moi, mon père, il était viticulteur. Essayer de comparer un viticulteur par rapport à un éleveur, par rapport à un céréalier, par rapport à un éleveur en Roumanie ou en Finlande, etc., c'est extrêmement compliqué. Alors, c'est vrai que le système par hectare, donc d'aide directe, d'aide de revenus qui est mis en place par hectare n'est pas toujours le plus adéquat. Mais en tout cas, c'est le moins mauvais système qu'on a pour s'assurer qu'on puisse donner une aide qui soit réellement utile aux agriculteurs et qui soit, je dirais, la plus efficace possible. Alors, c'est clair que donner la même aide par hectare n'a pas tellement de sens lorsqu'on a une diversité structurelle et une diversité sectorielle importante. Et c'est pour cela que nous favorisons, on l'a déjà fait dans la PAC actuelle, ça n'a pas été le choix français, on a remis ça dans les propositions. On encourage les États membres à donner des aides uniformes à l'hectare par région agricole, par région homogène agricole et par, je dirais, région homogène, ce sont des régions agricoles qui ont les mêmes conditions pédoclimatiques et je dirais les mêmes conditions structurelles et socio-économiques afin qu'on ait vraiment une aide qui représente je dirais, un soutien de base aux agriculteurs et une aide qui soit la plus équitable possible. J'aimerais revenir à la question du soutien aux revenus et des perspectives de revenus, parce qu'effectivement, dans certains secteurs et dans certaines régions, le secteur agricole a un vrai problème de revenus, puisque souvent, on a dans ces régions difficiles, on a des revenus qui sont de l'ordre de 50 à 60% inférieurs aux revenus moyens dans le reste de l'économie. Donc, on a un vrai problème de revenus. Et donc, à travers la politique agricole, on essaie d'y répondre, je dirais, avec plusieurs éléments. Le premier, bien sûr, c'est le soutien public direct, donc le soutien aux revenus, ce sont les paiements directs, qui représentent à peu près 25 à 30% en moyenne du revenu des agriculteurs, mais dans certains secteurs, on peut aller à 80 ou 90%. Ça, c'est un élément important. L'autre élément, bien sûr, et c'est, je dirais, la perspective d'avenir, c'est qu'on puisse donner des perspectives économiques viables à l'avenir aux agriculteurs. Et ça passe par, à notre sens, un changement de modèle, parce qu'il y a une demande des consommateurs, une demande sociétale qui veut des produits de façon différente, plus durable, etc. Et c'est pas simplement que le bio, hein, ce sont également d'autres types de produits. Et donc, on veut encourager les agriculteurs à aller vers cette nouvelle demande, je dirais, des consommateurs, donc avoir des prix plus rémunérateurs. Ce qu'on veut aussi, c'est améliorer la répartition de la valeur ajoutée créée par l'ensemble de la filière au bénéfice
des agriculteurs. Et pour ceci, donc, on va vraisemblablement mettre sur la table l'année prochaine ou dans 2 ans ou de nouvelles initiatives, donc en matière de droit de la concurrence, en matière de regroupement des agriculteurs, etc., afin de rééquilibrer le pouvoir de négociation et de leur donner de nouvelles perspectives. Ce qu'on veut également, c'est soutenir l'innovation et, je dirais, les investissements à long terme pour l'innovation, parce que c'est le secteur agricole, on le voit bien, c'est un secteur où il y a une capacité d'innovation qui est extraordinaire. Et ce qu'on veut, c'est que cette capacité d'innovation ne soit pas limitée à un petit nombre d'agriculteurs, on veut vraiment la généraliser. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est de favoriser l'accès, je dirais, aux nouvelles opportunités qui sont créées par le secteur de la bioéconomie, par le secteur de l'économie circulaire. Il y a énormément de sources de revenus additionnels à générer, qu'on parle de méthanisation, qu'on parle de meilleure valorisation de la biomasse, des coproduits du secteur agricole, etc. Il y a des perspectives d'avenir en matière de génération et de revenus additionnels qui devraient permettre aux agriculteurs de pouvoir vivre décemment de leur activité, et ça c'est absolument fondamental. L'autre point que j'aimerais faire, c'est la question sur les 10%. Est-ce que sur ces 10%, juste pour clarifier, ces 10% font référence en fait à un objectif quantifié qui a été défini par la Commission européenne dans la stratégie biodiversité et qui vise en fait à s'assurer que 10% de la superficie agricole utilisable soit dédiée à ce qu'on appelle des éléments du paysage à haute diversité. Alors cet objectif de 10%, c'est un objectif qui a été fixé au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Et nous avons demandé, à travers une série de recommandations, une recommandation par État membre, et ces recommandations vont être publiées normalement d'ici la fin de la semaine prochaine, pour le 18 décembre. Nous allons demander aux États membres de nous indiquer quelle pourrait être la contribution de chaque pays à ces 10%, et ces 10%, donc elles ont bien sûr vocation à protéger et dans certaines régions à restaurer la biodiversité qui existe ou qui existait avant dans les terres agricoles. Et donc, alors, bien sûr, certains pays ont une capacité, je dirais, auront plus de facilité à répondre à cet objectif dans les régions de montagne, etc. C'est beaucoup plus simple que dans les plaines, les grandes plaines céréalières. Mais juste pour préciser que ces 10%, ça concerne l'ensemble de l'Union européenne. Très bien. Voilà. Je vous remercie. D'autres questions? Pourquoi s'être focalisé sur un mode de production, entre guillemets le bio, plutôt que sur des pratiques agricoles? Le bio ne garantit pas la durabilité sociale et économique des exploitations, c'est son avis, hein. D'autres modes de production ont également un impact positif sur l'environnement, semis sous couvert permanent, agroforesterie, etc. Donc voilà une des questions. Une autre question, verra-t-on une reconnaissance des zones intermédiaires dans cette future PAC? On va commencer avec ces deux-là. Éric Andrieux, si vous voulez bien. Oui, le bio, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est vrai que c'est quand même une direction importante. Moi, j'ai passé plus de 3 ans, si vous voulez, en tant que shadow rapporteur sur la réécriture du règlement européen sur l'agriculture biologique. Je peux vous dire que ce n'est pas simple parce que c'est aussi complexe que la PAC, parce que ça traite tous les secteurs. Oui, il y a d'autres agricultures. D'ailleurs, il y aura une souplesse, mais ça, on attend les textes dans les fameux éco-schemes, on attend les propositions donc, de la Commission, ça vient d'être dit. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre précisément aujourd'hui, en ce qui me concerne, mais là pour le coup, Pierre Bascou est plus avancé que moi, parce que c'est eux qui sont à l'écriture du texte, et donc pour l'instant on attend, nous, la fumée blanche finalement qui va sortir de cette nébuleuse éco-scheme qui nous interroge depuis 2018. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'éco-scheme? Voilà, et j'espère bien d'ailleurs que le commissaire s'est un petit peu engagé, parce qu'il nous a créé ce que j'ai appelé moi le concept de bio low cost. Si vous voulez, en gros, on va tendre vers, il faut faire gaffe à l'effet Canada Dry quand même. Donc, ça a la couleur, ça a l'odeur, ce n'est pas vraiment du bio. Alors, j'espère qu'il y aura, je pense que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, ça a été dit, là je partage tout à fait ce qui a été dit par Pierre Bascou, c'est accompagner la transition. On ne peut pas le décréter, ça ne marche pas. Donc, effectivement, passer du conventionnel vers une agriculture plus vertueuse, ça, c'est le challenge de nous tous, quoi. Parce qu'effectivement, dans tous les cas, c'est la demande qui va, comme toujours, dans ce secteur-là, commander l'offre. On est sur une base économique. Et donc, il faut accompagner le secteur à prendre ce virage.
Voilà, ça c'est d'un commun accord, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. La question c'est sur la méthode, donc effectivement, et l'enjeu c'est d'encourager le bio, qui peut le plus, peut le moins, mais je pense qu'effectivement il y a des agricultures de conservation, on a parlé de semis, il y a, voilà, donc l'enjeu c'est de capter le carbone. Là où je pense, et pour le coup, là je le dis, la Commission était en avant par rapport au Parlement, pour moi les choses sont simples, si on doit comment dire, permettre à l'agriculture de répondre à l'objectif de neutralité carbone en 2050, eh bien, il faut financer les prairies permanentes. Il faut faire plus. Mais là, paradoxalement, ce qui est sur la table, si on va jusqu'au bout à ce qui est sur la table, qui est sorti du Parlement, on va retourner plus de 5% de prairies permanentes par rapport à ce qui était le cas par le passé. Ça, c'est inconséquent. Ça, c'est ma position. Donc, moi, j'ai voté contre, évidemment, mais je pense qu'il faut être clair. Si on dit qu'il faut qu'on arrive à 25% d'agriculture biologique, parce qu'il y a un enjeu derrière, ça a été décrit par Pierre Basco excellemment, et je partage, il faut donner des moyens supplémentaires à l'agriculture biologique. Or là, en l'état du texte, dans l'attente des écoschemes, il n'y a rien de nouveau dans le second pilier qui va inciter l'agriculture biologique. Ce qui dit juste, c'est que les États, comment dire, ne pourront pas, ils devront préciser leurs intentions sur le bio, ou encore, il y aura à appliquer la règle du non-recul, ils ne pourront pas moins financer que ce qui est financé par le passé. Et ça, ce n'est pas très ambitieux comme opposition. C'est pour ça que les écoschemes, le cadre fixé sera important. Donc, il faut accompagner les agricultures qui accompagnent la transition, parce qu'on ne peut pas avoir des grands objectifs et ne pas mettre les moyens en face des objectifs. Ça, c'est un premier point. Et sur la question sur les zones intermédiaires, oui, il y a la prise en compte, ça sera pris en compte, puisque, entre autres, sur les zones à handicap, naturel, donc, il y aura, alors, là, une fois de plus, il faut attendre la sortie du trilogue, mais ce qui est sorti des votes du Parlement sera pris en compte donc, dans les MAEC, donc, à hauteur de 40% de l'enveloppe des MAEC. Donc là, on n'était pas tout à fait d'accord avec la Commission, je crois de mémoire, j'ai plus en tête, là, parce que ce n'est pas mon rapport direct, je m'en excuse, donc, la proposition précise de la Commission, mais en gros, sur les ICHN, pour prendre celle qui nous concerne le plus donc, en France, et ce n'est pas la seule d'ailleurs dans l'handicap naturel, ce sera financé, pris en considération. Mais ensuite, avec des éléments nouveaux qui seront pris en considération, c'est qu'au-delà des aspects pédologiques qui ont défini les critères liés aux ICHN, la question du maintien de l'activité dans les zones fragiles sera un élément de conditionnalité nouveau, donc, de l'obtention donc, des crédits sur les zones à handicap. Je dis ça de mémoire, je n'ai pas les textes sous les yeux, mais c'est un aspect d'ouverture, et en particulier, un élément nouveau aussi, surtout pour les zones méditerranéennes, c'est la définition des prairies permanentes, où là encore, toutes les zones donc, arborées, enfin, arbustes, qui concernent, on va dire, la flore méditerranéenne, donc, ce qu'on avait comme difficulté à faire passer donc, dans des pays du Nord-Europe, en particulier ces zones comme les Cévennes ou autres, pour dire que sous la canopée, donc, il y avait de la vraie vie, il y avait des vrais élevages, et que des chèvres en Cévennes qui broutaient sous comment dire, la végétation méditerranéenne produisaient du vrai lait, et avec ce vrai lait, on faisait du vrai fromage. Là, c'est pris en compte dans cette proposition-là, où on va considérer ces parties-là comme donc, prairies permanentes. Voilà donc les deux éléments de réponse aux questions que vous posez. Très bien, merci. Pierre Basco va réagir bien sûr. Entre-temps, et ce n'est pas une question, mais je le lis parce que je me dois d'être le plus exhaustif possible, on nous rappelle l'importance stratégique de l'agriculture en termes de bon approvisionnement de nos marchés. Effectivement, que ce soit en termes de sécurité alimentaire ou d'assurance de pouvoir nourrir nos populations, le rôle de l'agriculture est indéniable, qu'elle soit bio d'ailleurs ou conventionnelle. Et ma foi, on peut dire quelque chose de très positif sans vexer personne. Monsieur Bascou, n'hésitez pas à prendre le relais sur les questions que j'avais posées précédemment. Oui, je vous remercie. Je vais surtout répondre parce que sur la question des zones intermédiaires, M. Andrieux a déjà répondu. J'aimerais me focaliser sur la question sur le bio et pourquoi est-ce que le bio, c'est le seul mode de production, le seul système de production donc qui soit, je dirais, vu comme le secteur d'avenir. Non, ce qu'on veut, c'est qu'on a fixé un objectif quantifié à l'horizon 2030 de 25% de la SAU qui soit géré en bio à l'horizon 2030. Bon, c'est une espèce d'objectif de vision à long terme. C'est vraiment pour tracer, je dirais, l'orientation et puis le niveau d'ambition. Mais c'est clair que ce qu'on voudrait, c'est au niveau de la Commission, c'est favoriser cette transition et qu'à l'horizon 2030, le modèle de production agricole, qu'il soit bio ou non bio, ce soit des modèles de production agricole qui soient durables.
C'est ça qui nous intéresse au premier chef. Et donc, alors M. Andrieux a mentionné l'agriculture de conservation. Il y a d'autres types, il y a d'autres systèmes de production aussi qui sont durables et qui nous intéressent beaucoup, bien sûr. Il y a l'agriculture de conservation, il y a l'agriculture de précision, il y a l'agroforesterie, il y a l'agriculture bio, il y a des systèmes de lutte intégrés, etc. Donc, il y a différentes formes. On pourrait parler du carbon farming également, qui nous intéresse beaucoup. Donc, on est en train actuellement de travailler à définir une liste de ces systèmes de production qui, selon nous, sont durables et sont beaucoup plus durables que ce qu'on a que l'agriculture conventionnelle actuellement. Cette liste va bientôt être publiée dans les jours qui viennent, donc la fumée blanche va bientôt arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc, elle est là. Mais non, juste pour dire que trêve de plaisanterie, c'est pour nous, il n'y a pas que le bio. C'est ça le message que je veux faire passer, c'est que, mais on n'a pas fixé de pourcentage spécifique pour les autres types de production afin de laisser le maximum de flexibilité aux États membres et aux régions dans la mise en œuvre et dans l'octroi du soutien financier à différents types de pratiques pour qu'en fait les États membres ou les régions puissent aider les systèmes qui conviennent le mieux, je dirais, aux conditions pédoclimatiques. Le bio, ça marche pas partout. L'agriculture de conservation, ça marche pas partout. L'agroforesterie, ça marche pas partout non plus. Donc, il faut qu'en fait chaque région agricole, chaque agriculteur puisse trouver, je dirais, dans la future PAC, un instrument financier qui puisse l'aider, qui puisse l'accompagner dans sa transition, sans qu'on lui impose un modèle de production qui soit unique et rigide. Et je dois dire, au début de mon intervention, j'ai précisé que j'étais responsable des aides directes. À ce titre, je suis responsable du verdissement. Je pense qu'il ne faut surtout pas répéter l'erreur qu'on a fait avec le verdissement, d'imposer des règles qui soient exactement les mêmes de Finlande au Portugal et d'Irlande en Roumanie. Donc, ce qu'on veut, c'est de fixer le cap, fixer le cadre, et après d'offrir la possibilité aux États ou aux régions de voir qu'est-ce qui convient le mieux aux agriculteurs, qu'est-ce qui les intéresse le plus, bien sûr, qu'est-ce qui convient le mieux par rapport aux conditions auxquelles ils font face. Et donc, c'est pas une renationalisation, encore une fois, c'est une question d'optimisation de cette politique publique afin d'aider au mieux les agriculteurs. En même temps, ce qu'évoquait tout à l'heure Eric Andrieux à propos de ce qu'il a nommé de renationalisation, d'une certaine manière, a fait l'objet de plusieurs remarques d'internautes qui effectivement soulignent ce risque de dérive en fait de renationalisation. Alors on verra ce qu'il en sera effectivement au moment où les choses seront mises en œuvre, mais on sent quand même que c'est une inquiétude de la part de certains. À propos du bio, un de nos internautes nous fait remarquer qu'en passant en arboriculture bio, il a eu une perte de 40% de son tonnage depuis le début de sa conversion, et il dit qu'avec une aide de 3 000 € par an, il risque finalement de ne pas pouvoir continuer parce que cette aide est trop faible par rapport finalement à une reconversion finalement souhaitée et une direction qui est donnée aujourd'hui par l'Union européenne, et qu'il faudrait sans doute des aides plus conséquentes pour s'assurer que ceux qui passent en conversion, finalement, s'en sortent. Eric Andrieux d'abord, et ensuite Pierre Bascou. Ben oui, je crois que là-dessus, on sera d'accord. Ça veut dire qu'il faut évaluer donc, et le coût de la conversion. Donc, et ensuite, il faut mettre des moyens à la conversion. Si on est convaincu, si une politique publique qui accompagne des choix politiques d'orientation, parce que du coup, on sort du simple secteur de l'agriculture au sens de la production d'un bien, et on lui donne du sens en disant, voilà, l'agriculture doit être un acteur majeur dans l'enjeu qui nous dépasse, qui est l'enjeu encore plus majeur, qui est l'enjeu climatique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les agricultures vont se transformer dans les 15 ans qui arrivent, partout d'ailleurs, donc on le sait bien. Donc c'est ça, c'est procéder par anticipation. Donc il va falloir calibrer les moyens et mettre les moyens de telle façon que la conversion soit possible. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, moi, je vais vous dire, dans mon rapport au CM, j'avais proposé un amendement qui n'est pas passé de quelques voix au sein du Parlement, voilà, qui était de dire, voilà, écoutez, pour encourager encore d'aller vers le bio, on disait, et je disais dans mon amendement, les producteurs, pour accompagner la conversion, qui feront du bio, s'il y a un problème de marché,
C'est la différence entre le prix du conventionnel et le prix du bio sera pris par les financements OCM, si vous voulez. Donc, bon, ça s'est pas passé, donc je ne parle plus, mais c'était aussi la façon, l'intention, pour vous dire l'intention qui est la nôtre de façon conjointe, Commission et Parlement, d'accompagner cette transition. La question pour nous, c'est comment on accompagne au mieux la transition. Alors là, on diverge, c'est qu'effectivement, le règlement sur l'agriculture biologique, c'est un règlement de A à Z, c'est-à-dire qui permet la production, la transformation, mais aussi le contrôle. Parce que là, on parle du continent européen. Donc, effectivement, aujourd'hui, le fait de déléguer aux États membres donc, et la partie contrôle, il y a des points, si vous voulez, qui restent à éclaircir, mais ça, on le fera chemin faisant également. C'est qu'effectivement, si vous demandez à un État membre de mettre en place des politiques ambitieuses, comme vous allez les présenter certainement à la Commission, donc du point de vue, je vais dire ça de façon globale, de l'écologisation. Voilà. Mais si à côté de ça, vous dites, attendez, dans le volet horizontal, donc le contrôle, le suivi, le contrôle, si vous n'atteignez pas vos objectifs, finalement, on vous retirera l'argent qu'on devait vous donner, quoi. Ça veut dire quoi? La traduction immédiate, pour moi aujourd'hui, on attend la mise en œuvre, donc, c'est que l'État membre, il n'a pas intérêt à se fixer des objectifs trop ambitieux, parce que s'il se les fixe ambitieux et qu'il ne parvient pas à les atteindre, on va lui retirer l'argent qu'on lui a promis de lui donner donc, du niveau européen. Donc, il y a encore quelques points de détail, si vous voulez, sur lesquels je pense qu'il faut que l'on avance ensemble, donc, parce que, je le redis, je crois que l'enjeu, l'objectif commun est le même, quoi. Il faut effectivement que l'agriculture serve à atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050, et c'est pas rien, on en a les moyens, donc, et donc ça passe par un accompagnement à la conversion, finalement, donc, du modèle, donc, et ça, toute la politique publique doit y parvenir. Eh bien, écoutez, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même des points d'accord entre le Parlement et la Commission sur ce point. C'est quand même rassurant. Pierre Bascou, je vais vous donner la parole pour répondre à cela. Et ça fait bientôt 1h30 que nous sommes ensemble. Il est 19h30. À l'issue de votre réponse, Pierre Bascou, je vous donnerai 2 minutes chacun pour conclure ce débat, et si vous avez des choses à dire qui n'ont pas été posées dans les questions, ma foi, ce sera le moment de le faire, et je vous remercie par avance. Pierre Bascou, c'est à vous. Merci. Je vous remercie. Je voudrais simplement dire 2-3 mots par rapport donc à la question de la renationalisation et aux préoccupations qui ont été exprimées, mais également donc à l'exemple qui a été donné donc d'un participant donc en matière de niveau de soutien qui n'est pas suffisant pour sa conversion, donc pour une partie de son exploitation. Sur la renationalisation, premièrement, je dois dire que c'est un débat qui est très franco-français, parce que il n'y a pas beaucoup de pays en fait où il y a des craintes vis-à-vis de la renationalisation. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est pas renationaliser la PAC. La PAC, elle a encore son C, c'est commune, c'est une politique agricole qui est commune. Ce qu'on veut, c'est redonner un petit peu d'air, un petit peu de marge de manœuvre aux États membres dans la définition en fait de cette politique publique. Parce que clairement, et je pense que l'agriculture française est assez compétitive, pardon. Elle a ses caractéristiques, elle a ses forces, elle a également ses faiblesses, mais elle a des besoins en matière de soutien public qui sont totalement différents de ce qui existe en Allemagne, ce qui existe en Roumanie, ce qui existe en Irlande, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est de redonner de la marge de manœuvre afin d'améliorer l'efficacité et de répondre au mieux aux besoins des agriculteurs. Encore une fois, je vais utiliser l'exemple du verdissement. Ça fait 5 ans que j'entends les agriculteurs français de tout courant qui me disent mais vos obligations de diversification des cultures, de superficie d'intérêt écologique, ça n'a aucun sens. Dans ma région, je peux faire que ceci ou que cela. Ce qu'on dit, c'est qu'on fixe les grands objectifs, on fixe les instruments, on dit aux agriculteurs enfin, et aux administrations publiques, voilà ce qu'on veut en matière de production durable, en matière de protection de l'environnement, en matière de performance climatique, et ce sera après aux États membres, aux régions de décliner tout ceci, de traduire tout ceci, ces grandes orientations au niveau européen, au niveau régional ou au niveau local, afin vraiment d'avoir quelque chose qui a un sens en matière de rotation des cultures, en matière de bandes enherbées, etc. C'est pas à Bruxelles de fixer la taille des bandes enherbées, 3 mètres, 6 mètres, etc. Ce sera la région de le faire. Donc moi je pense que ça a beaucoup plus de sens. Il ne faut pas non plus se leurrer. Actuellement, il y a des différences dans la mise en œuvre des politiques publiques et de la PAC en particulier entre les États membres. Si vous prenez les programmes de développement rural, chaque pays a déjà pas mal de marge de manœuvre. Ce qu'on voudrait, c'est élargir ceci, donc ces plans, des plans de mise en œuvre, donc à l'ensemble des soutiens publics de la PAC,
c'est-à-dire les aides directes, le deuxième pilier et même les programmes sectoriels. Donc ça, c'est vraiment important, mais c'est pas du tout dans la volonté de la Commission de revenir à une PAC qui soit, enfin une politique agricole qui redevienne nationale. Ça n'a aucun sens. Ça irait contre les intérêts des agriculteurs, contre l'intérêt de l'Union européenne, contre l'intérêt du marché unique, etc., etc. Donc ça, c'est important à mentionner. En ce qui concerne le soutien à l'agriculture bio, effectivement, il est important qu'on puisse laisser la capacité à chaque État membre de voir au niveau des régions, au niveau des secteurs, quel est le montant minimum à octroyer en matière de soutien public afin d'assurer la conversion ou le maintien en agriculture biologique ou en agriculture de conservation ou autre, en agroforesterie, etc., etc. Et c'est cette flexibilité-là qui, à mon sens, me semble vraiment capitale à l'avenir. J'aimerais rajouter un point là-dessus, c'est que nous avons, dans le cadre de nos propositions, introduit un nouvel instrument politique dans le premier pilier, donc dans les aides directes, pour faire simple, c'est l'éco-régie. Monsieur Andrieux en a déjà beaucoup parlé. C'est un instrument qui est très intéressant pour financer cette transition et on pense que ça va vraiment nous permettre de couvrir pratiquement la grande majorité de la superficie agricole de l'Union européenne parce que cet instrument a deux qualités. Le premier, c'est que ça a une capacité financière beaucoup plus importante que ce qui existe dans le deuxième pilier. Si on prend un pays comme la France, le soutien à la PAC, c'est grosso modo 80%, premier pilier, aide directe. Donc on a quand même un levier financier qui sera beaucoup plus important et qui j'espère permettra donc à ce monsieur de recevoir une aide un peu plus importante à l'avenir. Mais c'est un outil qui est intéressant parce que c'est un outil qui permettra d'octroyer un soutien qui ne sera pas simplement un soutien compensatoire. Actuellement, dans le deuxième pilier, on compense les coûts induits par un changement de pratique. Ce qu'on veut à travers l'éco-régime, c'est de compenser les coûts et de donner une incitation financière additionnelle pour couvrir les risques, pour répondre à ces difficultés en matière de rendement, etc. et d'adaptation en fait à un nouveau changement, parce que c'est facile d'en parler, mais de changer de système de production, c'est compliqué, ça prend du temps, etc. Et financièrement, c'est beaucoup de risques. Alors, dans un secteur où les revenus sont relativement bas, oui, il est vraiment très très important de bien accompagner les agriculteurs. Donc voilà, donc pour les éco-régimes, c'est un élément qui est très important. Cet aspect incitatif, à mon sens, il est capital. Et c'est ce que nous espérons, en tout cas au niveau de la Commission. C'est l'instrument qui nous permettra vraiment d'avoir cette transition, de soutenir financièrement cette transition donc à l'horizon 2030. Merci, Monsieur Bascou. Donc, je vais vous donner 2-3 minutes pour conclure ce débat à la manière qui vous convient le mieux, peut-être aborder un ou deux sujets sur lesquels je n'ai pas posé de questions. D'autres questions, bien sûr, n'ont pas pu être posées, mais nous vous les enverrons. J'espère que vous aurez la gentillesse de nous en faire un retour afin que nos internautes ne restent pas sur une frustration. Ils étaient présents, il va falloir les aider. Eric, si vous voulez conclure pour ce qui vous concerne. Je ne vous entends pas, Eric. Excusez-moi, vous avez dit M. Bascou, je ne savais pas, je n'étais pas prêt. Qui conclut? Vous pouvez conclure, je vous disais, en abordant éventuellement des sujets qui n'ont pas été... Comme vous avez interrogé Pierre Bascou, je pensais que c'était lui que vous sollicitiez. Mais ce n'est pas un souci, ça n'est pas de problème. Écoutez, donc, voilà, non, mais je prends d'abord, merci pour l'échange et la qualité de l'échange. Vous avez compris, moi, je considère que ce qui vient d'être dit, mais nous le verrons, il n'y a que l'histoire qui révélera finalement qui avait raison et tort, il faut attendre que ça se mette en œuvre. Je pense que cette approche-là, donc, que je continue à appeler renationalisation, va exacerber la question de la distorsion de concurrence entre les États. Mais là, nous verrons bien au moment de l'évaluation, j'espère à mi-parcours, donc ce qu'il en est. Vous savez, la dernière fois, on nous avait vendu le verdissement et comment dire, l'approche SIE, etc., comme une approche d'excellence. On a vu à l'expérience que ça ne fonctionnait pas, donc il a fallu une PAC pour réviser. Donc, ok. Là, moi, je continue à maintenir qu'effectivement, je pense qu'on va, je le dis, exacerber la distorsion de concurrence. Nous verrons bien dans l'application, puisque autant je pensais que la clé est toujours les éco-schemes, ça a été notre dit, mais je pense que ça demandait, de mon point de vue, une matrice européenne plus forte,
Donc, alors que là, qu'on va avoir des politiques par État membre, donc, hein, si j'ai bien compris, parce que tout ça n'est pas sorti, donc c'est un peu flou pour moi encore, donc avec des choix d'options des agriculteurs. Donc, je pense que ça ne va pas participer d'une vision commune, justement, et je pense qu'on perd beaucoup du C, mais c'est ma lecture, hein, évidemment, hein, je n'ai pas tous les éléments aujourd'hui, mais depuis le début, c'est ce que nous disons, et donc nous verrons bien à l'expérience ce qu'il en est, donc, et qui aura raison, finalement, quand on sortira du débat du trilogue, hein, puisqu'on est toujours là-dessus, mais effectivement, l'enjeu, je le redis, est le même, c'est de pouvoir inscrire la politique publique agricole hein, dans l'enjeu sociétal qui est celui qui veut que l'agriculteur d'abord gagne bien sa vie, d'une part, donc, sur son territoire, et participe de l'enjeu commun, qui est celui-là aujourd'hui celui qui nous anime autour de l'enjeu climatique. Voilà. En tous les cas, je crois qu'il faut prendre la mesure de l'importance de ce qu'est la PAC aujourd'hui, prendre la mesure du travail qui est fait dans les trilogues entre les trois institutions autour de cet objet commun, et collectivement faire en sorte que ça réussisse, parce qu'on ne pourra pas passer 7 ans, je dis 2023-2030, si on se loupe là. Donc, hein, ça sera grave et pour l'agriculteur, et pour l'agriculture, et pour le climat. Voilà, merci dans tous les cas pour ces beaux échanges. Merci à Pierre Bascou. Peut-être rendez-vous dans les Corbières donc, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, autour d'un bon vin des Corbières, puisque maintenant, exactement, ils sont aussi bons que des Bordeaux, on le sait tous. Meilleur. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je ne peux pas dire ça, je suis quand même un néo-aquitain. Merci, M. Andrieux. Monsieur Bascou, si vous voulez conclure pour ce qui vous concerne. Oui. Merci beaucoup. Non, je vous remercie de merci beaucoup de cet échange et puis de nous donner cette possibilité en fait d'apporter une certaine lumière ou certains éléments de clarification sur la PAC et sur les perspectives pour la future politique agricole. Je suis désolé si on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, ou je suis désolé si on n'a pas pu répondre de façon complète, je dirais, à certaines questions, parce qu'il y a vraiment des aspects qui sont extrêmement techniques. Donc, moi, je voulais simplement dire que l'Europe a un rôle, que ce soit pour le secteur agricole et je dirais pour les zones rurales de l'Union européenne, l'Europe a un rôle absolument fondamental à jouer à travers cette politique agricole commune, mais également à travers d'autres politiques européennes. Et je vais dire ce que je dis souvent, c'est que le secteur agricole est vraiment un secteur qui est d'une importance stratégique fondamentale pour l'Union européenne. C'est la sécurité alimentaire de l'Union européenne, c'est l'aménagement du territoire, c'est sa politique climatique, c'est la gestion des ressources naturelles, etc., etc. Et je pense que si le budget, in fine, en juillet dernier, si le budget de la PAC a été augmenté par rapport à la situation actuelle, hein, même pas par rapport aux propositions que la Commission a mises sur la table en 2018, c'est pas une coïncidence, c'est que la Commission et les institutions européennes en général considèrent que le secteur agricole et cette politique publique, elle est d'une importance capitale. Donc ça, c'est vraiment très important et ça va au-delà, je dirais, du simple secteur agricole. Donc ça, c'est vraiment important à signaler. C'est un petit peu dommage, c'est qu'on n'ait pas eu l'occasion de discuter un peu plus de la stratégie de la ferme à la table, parce que on a beaucoup parlé du secteur primaire, et c'est absolument fondamental, mais je pense que ce qu'on voudrait faire au niveau de la Commission, c'est de changer non pas simplement de modèle de production agricole, mais de modèle de système alimentaire, et qu'on couvre à la fois le secteur primaire, le secteur agricole, le secteur de la transformation et, je dirais, les modes de consommation alimentaire dans l'Union européenne. Ça, c'est absolument fondamental parce que c'est ce qui permettra aussi d'aider, à travers des prix plus rémunérateurs, d'aider les agriculteurs à faire à opérer cette transition. Mais oui, écoutez, j'étais très heureux de... Pardon. Pardon, je vous ai interrompu, mais on a eu des éléments à cet égard où des agriculteurs justement nous parlent de la valeur de leurs produits et d'augmenter le poids justement dans la chaîne alimentaire. Et c'est pertinent comme remarque, mais elle est arrivée là. Bon, je vais redonner tout à l'heure la parole à Eric parce que je crois qu'il a envie de dire quelque chose. Je vous laisse finir, Monsieur Bascou. Oui, non, mais écoutez, moi j'ai fini. Donc, je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous. 1h30 finalement, c'est court, même 1h40, c'est très court parce que la PAC, on peut en parler pendant des heures. Et lorsqu'on se rencontre avec M. Andrieux, malheureusement pas dans les Corbières, mais à Bruxelles, on en parle aussi pendant des heures. Donc,
Mais écoutez, je m'arrêterai là parce que je pense qu'il est. Merci infiniment en tout cas d'avoir été présent ce soir. Eric, une petite remarque, j'ai cru comprendre que ça vous démangeait. Non, non, c'était juste, c'est pas du tout pour venir, c'était par rapport à l'action de la valeur. Parce que dans le rapport au CM dont j'ai la responsabilité, il y a un amendement qui est important, justement, donc, hein, sur comment dire, redonner du pouvoir aux OP et aux OI, donc aux organisations professionnelles, pardon, et aux organisations interprofessionnelles, pour essayer de rééquilibrer l'aval et l'amont, pour justement que la valeur revienne donc en amont. Et c'est un sujet très, très important sur lequel le Conseil est très proche de nous, et j'ose espérer que ça va être validé. Donc, pour justement répondre à ces questions-là, parce que ce n'est pas une question mineure, donc, hein, on sait bien aujourd'hui que dans la chaîne, la répartition de la valeur, elle est totalement inégalitaire, donc, hein, et qu'il nous appartient de reconquérir ces parts-là. Voilà. C'est juste un complément pour rassurer l'agriculteur. Écoutez, messieurs, je vous remercie infiniment. Chers internautes, merci d'avoir été finalement assez nombreux, malgré le fait que nous avons le Premier ministre qui était sur les chaînes de télévision en même temps que nous. Donc, merci d'avoir été tous présents. Vos questions, pour celles qui n'ont pas été posées, remonteront à notre député, à la DG et à la Commission, je peux vous l'assurer. Et en fonction des retours, vous aurez bien évidemment des réponses, ou tout au moins nous essaierons de trouver des éléments de réponse qui correspondent à ce que vous avez posé comme question. Je dis bonsoir à tout le monde. Je garde nos deux invités encore pendant 5-10 minutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Stéphania, merci. Dominique, merci. Pierre, merci infiniment. Et Eric, merci infiniment aussi pour avoir pris le temps sans regarder la montre de ces échanges que je considère comme importants pour la profession, mais aussi pour les consommateurs et pour les simples citoyens. Merci infiniment. Au revoir à tout le monde.